Paul Biya est un président qu'on a voulu nous dire omnipotent, omniscient et qui est immortel. Sauf que on ne le voit plus. Et on se pose beaucoup de questions. La première, c'est que est-ce que Paul Biya dirige vraiment le Cameroun? Si oui, prouvez-nous cela. Lors de son allocution de fin d'année, Paul Biya, montant sur ses chevaux, nous avait promis non seulement une véritable justice suite à ceux qui seraient coupables de détournement, mais aussi on attendait un nouveau gouvernement. Lorsqu'on regarde aujourd'hui, 3 mois après cette déclaration, jusqu'à présent, on ne sait pas où est le nouveau gouvernement. Aucune action de justice n'a été engagée contre qui que ce soit. Un président peut-il mentir ainsi? Un président peut-il venir dire à son peuple, voilà ce qui va arriver dans les prochains jours et ça n'arrive pas? C'est la question qu'il faut se poser. Le comportement de certains membres du gouvernement montre qu'il y a un véritable malaise. Chaque mois de janvier, Paul Biya fait des nominations et des affectations dans l'armée camerounaise. Or, on nous a dit qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il y avait la CAN et qu'il fallait attendre. Ça fait qu'aujourd'hui, certains hauts officiers sont allés en retraite et sont toujours en train d'exercer parce qu'il n'y a pas de décret de Paul Biya. On nous a dit qu'on devait changer au niveau de la DGRE. Et curieusement, Mbankui et d'autres qu'on annonçait, alors que Betia Somon a déjà tout signé, et même les promotions des généraux, rien n'est fait. Mais qu'est-ce que Paul Biya attend donc? Puis c'est même le gouvernement dont on attend à chaque 17 heures n'est jamais tombé. Et puis, ces multiples dossiers qui sont en train de traîner, pourquoi est-ce que Paul Biya a prescrit une enquête sur haute instruction? Et puis, sur le Covid, pour des détournements de 180 milliards. La Chambre des comptes a rendu compte et a donné des noms de ceux qui ont détourné. Non seulement aucune action de justice n'a été penchée, mais surtout, il n'y a pas de gouvernement qu'on attendait depuis. Qu'est-ce qui se passe? Puis il y a eu la CAN avec son lot de détournements. Qu'en est-il exactement? Rien. Je devrais quand même rappeler que juste après la CAN, Ferdinand Ngongo s'est présenté avec le ministre des Sports, Mouele Kombi, et nous a fait croire que les travaux allaient recommencer au niveau de l'Olembe. Jusqu'à présent, rien n'a bougé d'un iota. Depuis 3 mois, les travaux du complexe sportif Paul Biya sont à l'arrêt. On a mis aux arrêts les responsables de Magil. Et puis on les a libérés. Et on ne sait plus là où
ils sont. Et pendant ce temps, ceux-là qui sont les sous-traitants, ils sont en train de revendiquer au moins 17 milliards à McGill. McGill, pendant ce temps, dit, je ne peux plus poursuivre les travaux parce que je revendique à l'État du Cameroun beaucoup d'argent, ils ne m'ont pas payé. Mais où est donc parti l'argent que Paul Biya, sur haute instruction, c'est bien sur haute instruction? Qui a signé cette haute instruction? C'est Ferdinand Gongo. Et nous y arrivons donc. Si vraiment Paul Biya dirigeait ce pays, est-ce que Paul Biya n'appellerait pas déjà Ferdinand Gongo pour dire, non juste, qu'est-ce qui se passe avec la CAN? On apprend tout simplement que maintenant, le stade de Paul Biya, c'est terminé. C'est terminé, il n'y aura plus rien. La finale de la Coupe du Cameroun va se jouer au stade Amadou Ahidjo et sera présidée par le Premier ministre, Joseph John Ngouté, sur haute instruction. Mais Ngongo, qui a dirigé la task force, n'est pas inquiété. Et c'est lui qui continue à donner les hautes instructions. Paul Biya qui disait qu'il y aura des punitions, des sanctions. Il est né. On se rend donc compte que Paul Biya n'a pas de dossier en main. Il n'a plus de capacité. Il a été enfermé avec la complicité de Ngongo, Chantal et un petit clan. Voilà pourquoi est-ce que le gouvernement n'est jamais sorti. Le remaniement, tant attendu, la seule condition que Ngongo a posée, en passant par Chantal, c'est que non seulement ils doivent diriger également l'administration territoriale, comme ils le font déjà avec Atangadji, mais surtout ils veulent récupérer la DGRE et aussi le ministère des Forces armées. Le coup d'État est en marche dans la mesure où Paul Biya, dès qu'il veut aujourd'hui réagir, il est traité comme un tout petit rien du tout. Où est la force de Paul Biya? Où en sommes-nous avec son propre stade? Je devrais quand même rappeler que ce stade-là, qui était prévu pour 163 milliards, a pris plus de 200 milliards. Et quand on voit Senghongo qui avait décidé d'enlever McGill, d'enlever Pichini, qui pourtant finançait, qui avait trouvé des fonds, et l'État du Cameroun s'était endetté auprès de cette banque Intesa, San Paoli, une banque italienne, pour pouvoir fournir des fonds. Ils disent qu'ils ont consommé 113 milliards et qu'il restait 50 milliards à payer. Puis ils sont partis prendre encore de l'argent chez les banques anglaises, 50 milliards. Et puis le gouvernement camerounais a encore donné 11 milliards, sans pour autant oublier que même la SNH avait aussi donné aux enfants de Chantal Biya, l'enfant de Chantal Biya, sous prétexte qu'ils devaient fournir quoi, porter le matériel de l'Italie jusqu'à Douala, 26 milliards. Quand on calcule tout ça, on se rend compte que le stade de Paul Biya, qui devrait déjà mettre plusieurs ministres en prison, non seulement il ne peut pas s'achever, a déjà englouti plus de 200 milliards, et que même à Garoua, c'est toujours Ngongo qui est parti placer son ami là-bas pour dire qu'il devait faire l'hôtel, il devait construire des stades. Primordial. Mais on se rend compte que cette semaine, Ben Odo nous dit que l'argent n'a pas été débloqué et qu'il ne peut plus continuer à livrer les hôtels. Je vous dis que l'hôtel devait aussi être au stade de Paul Biya, hôtel 5 étoiles, avec 70 chambres, avec les piscines, avec le supermarché, avec le musée, avec tout. Bon, voilà. Je ne vais pas tout citer. Mais quand on
essaie de regarder donc tout ce qui arrive maintenant à notre pays, voilà tous ces stades-là, toutes les infrastructures de la CAN qui n'ont pas été achevées. Ngongo est là et Ngongo gonfle. Chose plus inquiétante, nous avons appris que Ngongo, par courrier du 1er mars 2022, il demandait au directeur de la sécurité présidentielle, c'est-à-dire que le général Aïvo Desancio, il demandait également au commandant de la GP, Bondo, et il demandait qu'il puisse avoir le contrôle sur haute instruction du chef de l'État. Donc le contrôle des codes informatiques et communication, qui gère les communications, qui gère l'information, gère le pouvoir. Ngongo a déjà une délégation de pouvoir depuis février, délégation des signatures, depuis février 2019. Maintenant, il doit gérer les communications. C'est pour faire quoi? Il contrôle l'armée. Je vous dis que les derniers conseils en 2017 de sécurité que Paul Biya a présidé, Chantal Biya était là. Au milieu des généraux, au milieu des hauts gradés. Elle qui n'a rien à faire dedans. Elle contrôle ça. Elle demande que un de ses oncles dirige actuellement le ministère de la Défense. Ngongo a déjà placé quelqu'un au niveau du CED. Ngongo a des contrôles déjà toute la présidence. Et maintenant, il veut contrôler les communications alors que c'est encore lui qui contrôle le BIR. Ce qui est en train de se passer au Cameroun, c'est un coup d'État en douce. Je vous avais dit que ce gars, avec la complicité de Chantal Biya et un autre cercle, ils ont formé maintenant un clan alors qu'ils se détestaient pour dire que le clan Nangaboulou ne doit pas abandonner le pouvoir, ne doit pas laisser tomber le pouvoir. Raison pour laquelle, depuis quelques heures ou 24 heures, une rumeur a enflé la toile. Même pas une rumeur, puisque c'est un journal qui a sorti à sa une, qui a un projet de révision constitutionnelle pour instaurer le poste de vice-président de la République. Et cette rumeur est d'autant plus forte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites à côté. À qui ça va profiter? Au niveau de l'Assemblée nationale, tout le monde a vu, pour la première fois, Ngongo et Motazé, plus Mbondayolo, se tenir main dans la main. Je vous fais comprendre que Mbondayolo vient d'être l'ennemi intime. Mbondayolo vient d'être l'ennemi intime de Motazé. Et que Motazé était l'ennemi intime de Ngongo. Puisque Motazé, selon le remaniement qui devait sortir, devait être secrétaire général à la présidence de la République. Chantal Biya a refusé, disant que hors de question. Comment se peut-il donc qu'il soit aujourd'hui main dans la main, qu'il se rende à l'Assemblée à la première séance législative de l'année 2012 devant les ambassadeurs et qu'il montre cette solidarité et que
certaines petites choses arrivent et qu'un journal qui est proche d'Amouk Belinga, qui lui aussi est proche de Mondayolo, parce que c'est quand même un ami, voire quelqu'un de la famille d'Amouk Belinga, ils sont parentés, qui sortent ce truc. Info matin. Je vois ça. Vers la modification de la Constitution. Vous voyez bien. Ceci n'est pas anodin. Cette information n'est pas anodine. Ballon d'essai ou bien Intox Info, ce journal ne peut pas sortir ça pour rien. Et ils vous disent que, sauf changement, un projet de loi portant création, entre autres, d'un poste de vice-président de la République chargé de la gestion des task force sera déposé à la Chambre basse au cours de cette session de mars. Au regard du job description, voilà, il est facile de deviner la personnalité à qui ce précieux fauteuil est réservé. Et des noms ont commencé à circuler, à savoir Ngongo et Franck Biya. Franck Biya était l'ennemi intime de Chantal Biya. Vous avez pu constater les photos où ils se tiennent, main dans la main. Exactement comme Mondayolo a voulu nous démontrer avec, bien sûr, Motazé et Ngongo. J'ai cherché ce projet de loi. Je ne l'ai pas trouvé. Je sais très bien qu'il y a eu ça, qui est signé de Biya, semble-t-il, président de la République. Voilà. Ça, c'est un pli fermé pour cette session. Et on me dit, République du Cameroun, Yaoundé le 7 mars 2022. Le président de la République, objet dépôt d'un projet de loi. 1. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, j'ai l'honneur de vous faire tenir sous ce pli, en version française et anglaise, au titre de la session ordinaire du mois de mars 2022 du Parlement, le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier l'accord cadre amendé portant création de l'Alliance solaire internationale Asie, signé le 2 octobre 2020 à Yaoundé. Ce projet de loi sera présenté et défendu par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, assisté pour la circonstance par le ministre des Relations extérieures. Je vous prie de croire, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, à l'assurance de ma haute considération. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Et puis, c'est signaux bleus. Paul Biya. Ah! Paul Biya. Donc, Paul Biya, ça va encore signer. Pourquoi ce n'est que quand il écrit au président de l'Assemblée nationale qu'il signe? Cela veut dire que, parce que le président de l'Assemblée nationale sait que si Ngongo vient lui servir quelque chose sous haute instruction, il prend ça comme du chiffon, il met dans la poubelle. La plupart des hautes instructions, parce que beaucoup de membres du gouvernement ont découvert cela, que c'est Ngongo qui lui-même invente cela, parce que c'est lui qui, sans avoir été élu, dirige actuellement le Cameroun. Il ne respecte pas ses instructions. Rappelez-vous, il y a cela un an, lorsque sur haute instruction du chef de l'État, eh bien, le ministre de la Justice était appelé à libérer Atanakuna. Laurent Esso a regardé ça, il a pris, il a jeté dans la poubelle. Quand tu lui as demandé d'ouvrir les enquêtes par rapport au détournement du Covid, le même Laurent Esso lui a dit, tiens-moi une thermoscopie. Est-ce qu'il a ouvert une enquête? Pourtant, c'était sur haute instruction
Laurent Messo a pris ça, il l'a mis dans la poubelle. Est-ce qu'un ministre peut mettre des choses dans la poubelle alors que c'est sur haute instruction du chef de l'État? Non. Il ne peut pas le faire. Pourquoi rien que pour venir défendre un machin concernant de l'eau, c'est là où on voit la signature de Biya. Et surtout les autres, c'est sur haute instruction. Selon là, Ngongo tombe dans le piège. Le projet de modification de la Constitution dont on parle, Paul Biya peut-il l'envoyer là, et à qui ça va profiter? Pourquoi est-ce qu'on ne le montre pas? Pourquoi est-ce qu'on ne l'envoie pas chez les députés? Pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas ça à la société civile, à l'opposition? Et à quoi sert aujourd'hui le poste de vice-président? Selon les informations que j'ai, ce n'est même pas le poste de vice-président. Selon ce projet, qui est élaboré et qui est gardé dans des tiroirs, c'est un projet de 2 vice-présidents. Un francophone et un anglophone. Et c'est là où la jonglerie intervient. Ce poste de 2 vice-présidents, qui a donc été imaginé par Ngongo et les bandits que vous avez vus là, à l'Assemblée, c'est eux qui ont monté ça avec Chantal Biya pour garder le pouvoir. Et il y a donc la sainte alliance entre plutôt Nanga et Boulou en disant ça ne bouge pas. Et je vais vous démontrer plus tard comment est-ce qu'ils se sont entendus. Mais je viens d'abord, c'est ce qu'on appelle le poste de vice-président. Est-ce que ça va marcher? Je peux vous dire que ce projet avait déjà été tenté en 2014, exactement au mois de mars. Et ça, on préparait déjà la succession pour 2018. On a tergiversé par rapport à ce projet, puisque certains députés de l'Assemblée disaient d'ailleurs qu'ils avaient déjà observé la mouture, ils y avaient travaillé. Et patatras, ça n'a pas continué. Pourquoi? Parce que Paul Biya s'était retrouvé devant une difficulté, ou bien ceux qui géraient bien Paul Biya se retrouvaient devant une difficulté lorsqu'ils ont été alertés que il faut faire attention par rapport au soulèvement. Et que, justement, l'élection arrivant en 2018, il faudrait d'abord que Paul Biya passe et il récupère derrière, et comme ça, il gère en créant le poste de vice-président. Paul Biya est poussé dehors, on vous déclare soit son incompétence, soit sa mort, soit quelque chose comme ça. Ngongo est devant. Voilà ce poste-là. Le poste de vice-président, ce n'est pas quelque chose qui est étrange au Cameroun. Ça existait, et ça existe même dans beaucoup d'autres États. Mais même de grands pays. Je prends par exemple les États-Unis, où vous allez voir que lorsque des gens comme Roosevelt, Franklin Roosevelt est mort, le président Franklin Roosevelt est mort en 1945, eh bien, c'est son vice-président, Harry Truman, qui avait occupé le rôle de président. Et aussi, on peut voir même Kennedy, quand il a été tué, je crois, en 1963, eh bien, c'est Lyndon Johnson qui avait pris le pouvoir. Mais ça, c'est encadré, parce que quand il prend le pouvoir, il doit désigner un vice-président à lui, qui lui-même doit être validé par le Congrès. Et il ne doit pas se représenter à l'élection. Or là, Ngongo veut que non seulement il prend le pouvoir, parce qu'actuellement, il n'a pas le parti, actuellement, il n'est pas un élu, donc on le désigne comme Ayidjo avait désigné Paul Biya. Et lui, il poursuit. Et il y a un poste, par exemple, il y a, même en Afrique,
c'est les pays anglo-saxons qui pratiquent la vice-présidence. Vous pouvez trouver ça au Nigeria, vous pouvez trouver ça au Kenya, au Ghana et même en Afrique du Sud. Et il y a aussi en Guinée équatoriale, où vous savez très bien qu'Obiangema a déjà prévu que son fils va succéder, ou encore même, on a tenté ça aussi au Sénégal. Le cas du Cameroun, ce n'est pas la première fois qu'il y a un vice-président, sauf que la vice-présidence était bien encadrée par la loi. Parce que quand Aïdjo arrive au pouvoir en 1960, eh bien, qu'est-ce que la constitution du Cameroun dit? C'est que, en cas de vacances du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale. Et à cette époque, c'était un Bamileke, lui, Kemayou Aki. Mais comme le Cameroun était sous la férule française, on va faire que Aïdjo modifie la constitution. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a la réunification des deux Camerouns, donc, on va faire le Cameroun occidental et le Cameroun oriental. Le Cameroun occidental, on va proposer une constitution, c'est-à-dire que la constitution du 1er septembre 1961, qui reconnaît le poste de vice-président et qui justement dit que en cas de vacances du président de la République, quand il est empêché, eh bien, on va constater, c'est la justice fédérale qui constate lorsqu'il est saisi par le président de l'Assemblée, et c'est donc à partir de là que le vice-président prend le pouvoir, sauf que le vice-président ne doit pas se présenter à l'élection. Il termine le mandat, il ne poursuit pas le mandat. Donc lui veut terminer le mandat et poursuivre ses 10, 15, 20, 30, 50 ans avec son gars. Voilà ce qui se passe, voilà la différence. Parce que dans l'élection du 20 mars 1965, Aïdjo est président et c'est celui qui était premier ministre du Cameroun occidental, John Boufoncha, qui devient vice-président. Dans l'élection du 28 mars 1970, là, Aïdjo passe président et c'est le père d'Akeremouna, Salmon Tandemouna, qui devient vice-président. Mais entre-temps, c'est-à-dire que la constitution du 29 novembre 1969 nous détermine exactement comment fonctionne cela. Et c'est pour cela que dans l'article 10, alinéa 2, on dit bel et bien que en cas d'empêchement, de vacances, par incapacité ou par mort, eh bien, c'est le vice-président qui prend les commandes. Mais lorsque maintenant, on se rend compte que ça peut tomber entre les mains de n'importe qui, eh bien, on contraint avec la France, Aïdjo, à faire ce qu'ils appellent la réunification. Nous sommes en 1972, dans le 20 mai. On doit passer par le référendum. Ça, c'est la constitution de 1972. Quand on fait ce référendum, donc, on se rend compte que, voilà, le Cameroun devient la République unie du Cameroun. Et du coup, République unie du Cameroun, il n'y a plus de président, vice-président et tout, et tout, et tout. Il y a déjà le président, le chef de l'État, qui est à la fois chef du gouvernement, une seule assemblée, une seule justice. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a actuellement la guerre anglophone. Ça nous vient de la constitution, du référendum du 20 mai 72, dont la constitution, justement, a été modifiée et validée, je crois, le 2 juin 1972. Il va se passer des choses au Cameroun, où en 1979, Aïdjo va encore modifier la constitution. Entre-temps, il a déjà nommé Biya en 1975 comme Premier ministre. Quand il modifie cette constitution, là, on conforte le pouvoir du Premier ministre qui devient le successeur. Donc, en cas de décès, en cas de démission, c'est le Premier ministre qui n'a jamais été élu
Ahidjo démissionne. Donc là, nous sommes, il n'y a pas de vice-président. Mais la Constitution fait de Biya, en fait, un vice-président, mais qui n'a jamais été élu. On le nomme. Il prend le pouvoir. Jusqu'à ce que, bien évidemment, il va lui-même aussi changer la Constitution en 1983 pour renforcer le nombre de députés, pour qu'il soit 150. Ça, c'est pour préparer déjà son élection. Normalement, si on respectait la Constitution, il devait s'arrêter après le mandat d'Ahidjo. Mais il avait changé la Constitution. Il avait mis les députés et hop, on était déjà parti sur autre chose. Voilà comment Biya s'est installé définitivement au pouvoir. Quand on essaie donc de regarder, Biya a d'ailleurs supprimé le poste de Premier ministre lui-même en 1984, exactement le 4 février. Il faut se dire que celui qui était le Premier ministre de Biya s'appelait Amadou Ahidjo. Et lorsque les Froundi et autres, l'opposition, commencent les revendications dans les années 90, il y aura donc la tripartite de 91 à Kumban et tout ça. C'est là où on va refaire une constitution pour dire que bon, voilà, suite à cela, on va s'entendre et tout avec l'opposition, avec la société civile et hop. On va donc faire la constitution, une nouvelle constitution qui est revue en large, celle de 18 janvier 1996. Mais dans la constitution de 1996, et c'est là où il faut qu'on revienne, l'article 45 et 63 n'autorisent pas au chef de l'État de créer le poste de vice-président. Et c'est cette constitution-là que nous utilisons. Mais on a mis Joseph Ouna. Quand on a appelé Joseph Ouna au palais, je vous avais déjà annoncé ce qu'ils sont en train de préparer. Ils veulent faire quelle révision constitutionnelle? On ne peut pas faire une révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale. Vous avez suivi le discours qui a été fait à l'Assemblée nationale par la doyenne d'âge? C'est elle qui prend la parole et non le président de l'Assemblée nationale. Depuis quand c'est la doyenne d'âge qui doit prendre la parole? Madame quoi? Pauline Kouamfeke. Pour vanter et parler de Paul Biya au passé, hein, on se souviendra de Paul Biya. On se souviendra. Hey, que c'est lui qui avait organisé la CAN. Et puis il nous lance la première dame. Quel est le rôle constitutionnel de la première dame? Pourquoi est-ce qu'on parlait d'elle à l'Assemblée? Que lui, pendant la CAN, elle était rayonnante, son sourire était magnifique. C'est elle qui a fait briller la CAN. Waouh! Tout ça là, pour faire passer leur connerie de vice-président. Vice-président, ça ne peut pas passer. Parce que Biya, là où il est parti tomber dans le piège, et ce piège qu'ils ignorent, c'est que Paul Biya a signé en 2012 ce qu'on appelle la charte africaine de démocratie, des élections et de la gouvernance. Il a signé ça en 2012. Voilà pourquoi est-ce qu'il a reculé quand il voulait faire ça en 2014. Le poste de vice-président. Parce que dans l'article 10, alinéa 2 de cette charte, il est précisé que on ne peut pas faire une révision constitutionnelle à l'Assemblée, mais plutôt elle doit être consensuelle ou par référendum. Donc on ne devrait que appeler toute la nation pour se prononcer. On devrait appeler l'opposition, donc, et puis la société civile. Ce n'est pas le parti au pouvoir qui est représenté uniquement à l'Assemblée.
avec quelques petits députés de soi, quoi là, de proposition, qu'on va nous créer un poste de vice-président et on va nous faire accepter Ngongo, ou bien Franck Biya, ou n'importe qui. Ce n'est pas possible. Donc voilà, le ballon d'essai qu'ils ont lancé. Parce que, s'ils le font, le peuple camerounais ne pourra pas supporter cela. Lorsque vous voyez ce qu'ils ont essayé de manigancer, je vous rappelle que Biya avait déjà tenté en 2008. Il avait réussi à modifier la Constitution. Donc, exactement l'article 6, alinéa 2, qui lui interdisait de se représenter à l'élection de 2011. C'est d'ailleurs là où il avait arrêté la période de Mbanga. Là, j'étais en prison. Mais ça avait conduit le Cameroun vers ce qu'on a appelé les émeutes de la faim. Mais en réalité, ce n'était pas seulement les émeutes de la faim. C'était le peuple qui s'était levé à Douala pour dire qu'il a violé la Constitution. Et s'il avait réussi à violer cette Constitution-là, à cette époque, je vous dis qu'il n'avait pas encore signé la charte africaine de démocratie, des élections et de gouvernance. Le peuple camerounais doit retenir cela. Et tous ceux qui sont de l'opposition doivent être vent debout. La société civile, ça ne peut pas passer. On a gobé l'histoire qu'on vient de nous présenter, un type qui n'a pas été choisi par le peuple, qui a fait des jongleries pour devenir chef de l'État et qui est là depuis 40 ans. Et maintenant qui est malade, qui ne réfléchit plus, qu'on a séquestré dans une maison, et puis sa femme, avec son Djundjouk là-bas, ils sont en train de faire des choses derrière pour que le Cameroun accepte ça. Ils se réunissent. Ils se sont dit, il faut absolument qu'on le fasse pour notre intérêt. Voilà ce qui s'est passé. Et voilà ce qui est en train de se jouer. Lorsqu'on vous parle, vous savez, même les peuples les plus moribonds réussissent à faire de la révolution. Même Maître Abdoulaye Wade, il doit être très bon. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, le Sénégal avait un poste de vice-président en 2009. Mais en 2011, il voulait placer son fils Karim Wade. Le Sénégal s'est mis debout. Et il était obligé de reculer. On l'a jeté dehors. Maître Abdoulaye Wade. Quel est ce pays qui est géré sur haute instruction? Vous avez vu un pays comme ça au monde? Depuis l'Angongo est là. Sur haute instruction, il met tel en prison. Sur haute instruction, il nomme tel. Sur haute instruction, il a déjà placé ces gens un peu partout. Le Cameroun a encerclé. Mais c'est un dégât très grave. Sur haute instruction. Mais quand on parle de délégation du pouvoir, mais la constitution du Cameroun, c'est du 18 janvier 1996, dans son article 10, alinéa 2, délégation de signature ne veut pas dire délégation de pouvoir. Comment se peut-il aujourd'hui que la délégation des signatures d'un Ngongo se transforme en délégation de pouvoir? Et les voilà, qui sont en train de marcher à votre nez. Et c'est pour cela que vous avez pu constater quelque chose qui s'est passé. À savoir, Bello Bouba, qui a subitement invité Maurice Kamto. Parce qu'il connaissait ce projet-là. Et parce qu'il s'attend déjà à ce qui va arriver. Ce qui est en train de se dessiner n'est pas une blague. Ce qui est en train de se faire, la transmission du pouvoir, la transmission sexuelle du pouvoir, ou la transmission du pouvoir par voie parentale, doit être combattue avec la dernière énergie. Paul Biya aujourd'hui est affaibli. Il est incapable de faire
un remaniement. Il est incapable de décider quoi que ce soit. C'est pour cela que vous voyez la guerre de machin, on vous dit que la guerre anglophone et tout et tout et tout. Mais vous vous rendez compte? Pendant ce temps, Ngongo fait sortir de l'argent. Vous avez entendu, vous avez appris que la SNH va débloquer 200 milliards pour les enseignants. Ça ne vous dit rien? Et puis on vous dit que pour payer ces enseignants-là, on va étaler ça sur 3 ans. Mais attendez, les enseignants demandent 181 milliards. Tantôt vous dites, le chef de l'État a dit qu'on débloque 2,7 milliards. Et puis Ngongo va sortir maintenant 200 milliards. Ces milliards-là vont où? Encore le trésor de guerre. Parce que si l'argent est là, débloqué à la SNH, mais on paye directement les enseignants. Et vous savez pourquoi est-ce qu'il débloque ça? Parce que quand on est secrétaire général à la présidence, comme lui, en dehors de ce poste-là, il a le poste de PCA. Et il a une ligne qui gère là-bas. Donc, chaque fois, ils prennent de l'argent, ils entassent. C'est pour cela que vous n'entendez pas parler du Premier ministre. Quel est ce Premier ministre que vous allez seulement entendre que même pour payer les arriérés des enseignants? Il fait seulement des réunions. Après, on vous dit que sur haute instruction. Mais attends, le Premier ministre est chef de gouvernement. Mais non, aujourd'hui, c'est Ngongo qui est chef d'État, chef de gouvernement et chef de toutes les institutions financières. Puisqu'il s'entend avec, maintenant, un type comme Moutazi. Ils ont fait la paix des braves. Pendant que dans l'opposition, on s'est déchiré. Il est président du conseil d'administration de la SNH. La SNH ne rend compte que Abia. Donc, ça ne rend compte que Ngongo, qui vous dit qu'il doit contrôler toutes les communications d'étudiants. Donc, il doit contrôler tout le Cameroun, les mails, les ceci, tout ce que vous regardez dans les réseaux sociaux, les Google et tout et tout. Ngongo doit vous contrôler. Mais ça, c'est une dictature qui ne dit pas son nom. Et comme je le disais, les camps sont obligés de se déchirer. Les alliances sont en train de tomber. Et puis, Kanto est appelé au secours.